Vous avez testé les agents IA RAG, vous voyez le potentiel, mais soyons honnêtes, les résultats sont souvent décevants. Hallucinations, réponses hors sujet, manque de cohérence, difficulté à reproduire un bon résultat. Beaucoup de tutos vous montrent comment faire des RAG simples et jolis en démo, mais oublient l'essentiel pour passer à l'échelle et garantir la fiabilité. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler un système et une architecture RAG avancée que j'utilise, beaucoup plus robuste. On va plonger dans les composants clés et les paramètres spécifiques à maîtriser pour enfin obtenir des RAG fiables et répétables. Restez jusqu'à la fin car je vous montrerai comment ces éléments interagissent ensemble pour faire toute la différence et également comment faire un RAG qui travaille avec de la donnée table synchronisée en temps réel. Alors on va commencer par déjà voir les choses qu'on ne fera pas dans cette vidéo. Donc je ne vais pas vous montrer comment faire un RAG magique en 10 minutes qui fera absolument tout et réalisera tous vos rêves. Donc ce serait absolument bullshit. En réalité c'est toujours plus compliqué que ça. D'ailleurs si vous êtes du côté fournisseur de solutions ou du côté entreprise, je vous déconseille de commencer par des cas d'usage RAG. En tout cas, si du côté fournisseur ou du côté entreprise, vous n'avez pas énormément d'expérience sur le sujet, on va voir que c'est très rapide de se planter sur ce genre de sujet-là et c'est dommage de commencer par un échec. Donc ce qu'on va faire nous aujourd'hui, c'est que déjà on va faire une petite démo des résultats qui peuvent être attendus en termes de qualité versus les agents IA RAG classiques qu'on voit pousser partout sur Internet. On va ensuite découper ensemble tous les concepts et les termes clés. Ça vous permettra en fait de savoir comment aborder ce genre de solution de manière un peu plus précise que de faire du copier-coller ou confiance à ce qu'on voit un petit peu partout. Et ensuite, on verra un système qui est destiné à améliorer vos RAG, en tout cas leur approche et un peu l'architecture des solutions que vous allez mettre en place. Et enfin, en bonus, je vous donnerai un exemple de RAG qu'on peut faire avec des données tables, donc Excel, Airtable, etc., qui peut être synchronisé en temps réel et comment faire le setup de manière un peu plus simple. Alors déjà, on va reprendre un peu les bases. Qu'est-ce que c'est le RAG ? Donc, le RAG, c'est assez simple. On a un utilisateur qui va poser une question à un LLM, donc comme on pourrait le faire sur ChatGPT ou autre. Mais cette fois-ci, la réponse qu'on attend, plutôt qu'elle soit faite avec les données d'entraînement du modèle de langage, nous, on veut qu'elle soit faite exclusivement à partir d'une donnée bien précise, donc vos données à vous, les données de votre entreprise, etc. Mais on veut que la réponse formulée reste dans le cadre de cette documentation-là. Donc RAG, c'est pourquoi ? RAG, c'est pour Retrieval Augmented Generation. Donc Retrieval, c'est qu'on va retrouver des informations de texte pour augmenter la réponse et la génération d'une réponse du LLM, de manière tout à fait basique. Alors, pourquoi le RAG, c'est pas encore au stade de plug and play ? Tout simplement parce que l'élément clé, en fait, la dimension clé de ce système-là, pour fonctionner, repose et doit reposer exclusivement sur vos données à vous, sur les données que vous utilisez, pas les données d'entraînement. Ce qui veut dire que d'une entreprise à une autre, d'un cas d'usage à une autre, la typologie de cette donnée-là va changer. Et donc, on ne peut pas avoir un système aujourd'hui qui marche aussi bien pour, par exemple, je sais pas moi, de la donnée mécanique, ou de documentation technique, que ça va marcher pour une base de données RH. Et en fait, il va falloir qu'on adapte nos systèmes au type de données qu'on veut utiliser. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'y a pas encore de solutions qui ont complètement renversé le marché, au-delà de si on utilise un seul document, puisque la majorité des RAG sur étagère, que ce soit même la fonction projet, par exemple, dans OpenAI, dans lequel on peut mettre des dossiers, c'est très bien, mais sur un nombre très limité de documents. Dès qu'on va vouloir passer à l'échelle, ça va plus fonctionner correctement. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un layer un petit peu custom pour faire fonctionner ce genre de solution. Alors, on va faire une petite démo rapidement, comme on avait prévu dans notre plan, du résultat attendu
VS l'agent IRA classique. Donc je me baladais sur un peu, que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube, on en voit un peu partout. Donc voilà, on va avoir des solutions de ce type. Comment créer un agent N8N, pourquoi les RAG hallucinent, les masterclass de RAG, etc. Donc il y a des vidéos qui ont l'air très intéressantes et des systèmes qui ont l'air très intéressants à en reproduire sur un 8N. D'ailleurs, ce sera peut-être le sujet d'une autre vidéo. Mais pour en avoir pris plusieurs et testé plusieurs au hasard, on va quand même rapidement se confronter au genre de problème que j'ai rapidement abordé, mais qu'on va voir un peu plus en détail. Donc là, par exemple, j'en ai reproduit un exactement comme il était conseillé de le faire, avec exactement les mêmes briques et exactement les mêmes paramétrages. Donc là, je lui ai mis que 3 PDF, 3 documents. Donc on est dans un cas d'usage de diagnostic de panne. On veut savoir à partir d'un symptôme quelles sont les causes possibles, les diagnostics à réaliser et les solutions possibles. Donc là, par exemple, à cet agent RAG, je lui ai demandé, je lui ai dit que mon moteur change de régime tout seul. Donc on a un certain nombre de causes possibles, ici, qui sont foncièrement pas forcément fausses, mais qui ne sont pas les réponses attendues et qui correspondent un peu plus à de la donnée d'entraînement que de la donnée que je lui ai pu lui donner dans les documents, qu'on ne retrouve pas dans les documents. On a des hallucinations avec des références à des documents qui n'existent pas sur des pages qui n'existent pas non plus. Et on voit en fait que même quand il répète ses sources, là on est sur des documents qui n'existent absolument pas. Et quant aux solutions, forcément, si dès le début on est à côté de la plaque, à la fin on le sera aussi. Et ça, ce n'est qu'avec 3 documents. Si je rajoute sur une solution qu'on a fait avec un client dans lequel il y a une trentaine de documents et une base de données table avec plus de 300 lignes, bien évidemment, on trouvera très rarement la réponse qu'il nous faut. En comparaison, on a 2 autres systèmes, donc un système plutôt basé technicien. Donc là, on veut de la réponse qui est très technique, qui est très très précise. Donc on va faire une recherche de panne, on va lui dire que mon moteur change de régime tout seul. Là, on va avoir une demande pour prendre un peu plus d'informations pour le LLM pour aller chercher les bonnes informations, justement. Donc, est-ce que ça se reproduit, le changement de régime au ralenti, en marche, dans une situation spécifique, etc. Donc là, on est n'importe quand. Et là, on va avoir un premier niveau de diagnostic de panne qui correspond au niveau 1, c'est-à-dire toutes les pannes qu'on peut résoudre le plus facilement et le plus rapidement et qui représentent une majorité de demandes. Donc là, on va avoir présence d'eau dans le gasoil. Si c'est le cas, il faut le tester avec un humidimètre, vidanger le réservoir, etc. Et on a les sources qui vient du SAV, et ça a été créé le 5 juin 2024. Donc moi, j'estime que ce premier niveau d'information n'est pas suffisant. Donc du coup, je vais étendre la recherche à la documentation technique. Et là, on va avoir en fait en source les sources qui nous intéressent, qui faisaient partie d'ailleurs des 3 documents du test d'avant, avec un certain nombre de pages. Des diagnostics à réaliser, où pareil, tout est sourcé. Voilà. Donc dans notre réponse, on va prendre par exemple ici câble push-pull avec jeu excessif ou courbure trop importante. Donc ici, est-ce qu'on retrouve ça dans notre document? Donc page 132. Donc on est à peu près à la moitié du document. On va avoir ici le câble push-pull qui est trop court ou alors qui a une courbure trop importante, ici. Donc on retrouve bien nos 2 éléments. Dans les diagnostics et solutions, on devrait retrouver qu'il faut avoir une longueur du câble push-pull à un point de 50,8 mm et qu'il faut qu'on active la partie synchronisation avec la fonction E7. Donc si je vais maintenant dans les diagnostics recommandés, vérifier la course du câble push-pull doit être supérieure à 50,8 mm. Vérifier les courbures. Ok, et si je vais maintenant dans les solutions, on devrait retrouver allonger, non, courbe suffisante. Est-ce que c'est le bon? Ouais, voilà, c'est ça.
allonger le levier de sélecteur du régulateur, fixer le câble à un point offrant une course au minimum de 50,8 mm, pour des courbures excessives ou jeux dans les câbles, router les câbles et installer des capteurs de tachymètre, activer la synchronisation active, fonction code E7. Donc on retrouve bien le bon document, le bon manuel, aux bonnes pages, avec les bonnes informations. Et ça, c'est parmi énormément de documents, donc presque 30, et dont celui-là fait par exemple 250 pages. Donc ça, c'est le type d'information pour des techniciens en interne qu'on va attendre. On a l'intention de trouver ce genre d'informations qui sont très précises et sourcées, qu'on va pouvoir venir vérifier assez rapidement. De la même manière, si ça, par exemple, on le mettait dans les mains des clients pour limiter le nombre de tickets sur des choses où ils pourraient se débrouiller eux-mêmes, bien évidemment, on ne va pas aller dans ce niveau de détail et ce niveau technique. Donc ça, c'est ce qu'on attend des techniciens. Mais par contre, ça pourrait donner un workflow de ce type-là. Donc, mon désalinisateur a un problème. Donc, un désalinisateur, c'est un équipement qui permet de transformer l'eau de mer en eau douce, par exemple. Donc, quel est le symptôme précis que vous observez avec le désalinisateur? Est-ce qu'il ne démarre pas? Est-ce qu'il produit moins d'eau que d'habitude? Est-ce qu'il y a un bruit anormal? Donc là, on va dire que le débit est trop faible. Et là, il va nous donner un certain nombre de raisons. Donc, soit l'eau est trop froide, soit le préfiltre il est sale, soit l'alimentation électrique est trop faible, soit il y a une chute de tension sur le câble électrique, les diagnostics à réaliser, d'où ça vient, etc., etc. Et donc là, on va avoir, donc parmi les contrôles, par exemple, on va se dire qu'on a regardé le préfiltre et qu'il est sale. Et donc là, ils nous disent remplacer le préfiltre si celui-ci est encrassé. Donc moi, j'ai pas de préfiltre sur moi. Donc là, on va lui demander, par exemple, où trouver un filtre de remplacement. Et donc là, en fait, nous, on a une base de données de produits, d'équipements. Et là, par la reconnaissance d'intention, l'IA, elle est capable de faire remonter la bonne fiche produit. Donc, on peut voir le produit, on peut en passer commande, etc., etc. Et ça, bien évidemment, ça a deux intérêts. C'est que déjà, ça va permettre de désengorger le service après-vente. Mais ça va également pouvoir générer des ventes additionnelles de manière automatique. Donc voilà pour la partie des démos. Si on revient maintenant sur notre principe de fonctionnement, pour pouvoir réaliser des solutions qui soient robustes de ce type-là, il y a plusieurs concepts à maîtriser qu'on va découper ensemble. Alors le genre de RAG classique, ce qu'on voit un peu partout, c'est très bien en effet démo, ça va être très joli, c'est très sexy, ça a un effet waouh. Mais le problème, c'est que ça va être difficilement déployable en entreprise. Particulièrement ce genre de schéma et d'architecture, donc où on a un agent IA, un RAG, donc avec des connaissances, qui lui-même a des sous-agents, qui eux-mêmes ont des sous-agents et des outils, etc. Bon, ça, typiquement, il n'y a même pas besoin de creuser, ça va être très, 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 très compliqué à faire marcher. Et en général, le RAG, ça fait partie des sujets qui sont quand même assez critiques pour les entreprises et qui peuvent générer pas mal d'engouement. Et quand on est du côté mise en place, quand on commence au début, c'est un petit peu... on voit en fait que la face émergée de l'iceberg. On voit pas en fait toute la complexité qui peut rentrer dans la mise en place de ce genre de solution. Donc au début, on commence, c'est trop bien. On commence à faire quelques tests, ça fonctionne. On se dit qu'il y a plein de cas d'usage qui s'ouvrent et c'est super. Et puis on commence un projet dans un contexte un petit peu plus professionnel. Et puis petit à petit, c'est la descente aux enfers avec pas mal de projets qui meurent à cet endroit-là parce que pas assez de fiabilité. Là aujourd'hui, imaginez, vous mettez en place le même système de diagnostic de panne et vous le mettez dans les mains de clients. Et en fait, le système produit des erreurs qui fait qu'ils aggravent le problème, voire même qu'ils mettent le feu à leurs biens. Il n'y a pas besoin de beaucoup de cas d'erreur pour que ce soit assez dramatique pour l'entreprise. Donc bien évidemment, il va falloir apporter toute cette fiabilité-là. Le problème récurrent des RAG, c'est quoi? C'est que plus on met de la data, moins c'est pertinent. Donc plus on rajoute du bruit et les systèmes vont avoir du mal à gérer en fait tout ce lot d'informations. En général, ça fonctionne pas, ou c'est
c'est très difficile de le faire fonctionner avec de la donnée table, donc Excel, Airtable, etc. Donc c'est ce qu'on va voir nous aujourd'hui et qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça. Ensuite, c'est pas suffisamment fiable, ça hallucine beaucoup, on a rarement la bonne information. Or, il y a quand même beaucoup de cas d'usage où on a besoin de ce niveau de fiabilité. C'est difficile, voire impossible de citer les sources en plus de retrouver les bonnes informations. Et si en plus de ça, on a besoin de structurer une réponse sous forme de procédure, comme je vous l'ai montré avant, donc par exemple cause possible, diagnostic à réaliser, les solutions, etc., plus les sources, ça va être en général difficile pour les systèmes de pouvoir répondre à toutes ces demandes-là et toutes ces contraintes-là. Et enfin, même quand on y arrive, des fois c'est souvent lent. Donc il y a quand même pas mal de paramètres et d'éléments qu'il va falloir maîtriser ici, de manière en fait à pouvoir reproduire ce genre de système pour les entreprises. Et donc pour ça, on a besoin d'attaquer quelques concepts et termes techniques un peu clés. Donc pour ça, on va prendre un exemple. On va dire qu'on a un étudiant. Donc lui, l'étudiant, il a un oral à préparer. Voilà, il a un oral à préparer devant un jury sur un sujet donné. Et pour ça, à sa disposition, il a accès à une bibliothèque dans laquelle il y a toutes les informations dont il a besoin pour pouvoir préparer son oral. Et donc pour s'aider à préparer cet oral, l'étudiant va utiliser les informations qu'il y a dans la bibliothèque pour se rédiger des fiches. On va dire qu'il aura droit à des fiches pendant son oral. Et il utilisera ces fiches, donc du coup, pour faire son exposé. Alors, si on reprend cette image un peu plus en détail, donc le LLM, c'est notre étudiant, qui en fait, plutôt que d'utiliser les connaissances qu'il y a dans sa tête, va utiliser les connaissances de la bibliothèque qu'il aura formulées sous forme de fiches. Qu'est-ce que fera l'étudiant pendant l'oral, ou qu'est-ce que ferait un étudiant s'il n'a pas l'information ou s'il s'en souvient plus? Il va commencer à broder, il va commencer à inventer des choses, etc. pour s'en sortir. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une hallucination, si jamais c'était un LLM. Notre base de connaissances, ça va être la bibliothèque. Et le RAG, ça va être quoi? Ça va être l'étudiant qui utilise les fiches pour formuler une réponse. Et c'est là où on va maintenant rentrer dans des éléments un tout petit peu plus complexes pour pouvoir mettre ça en place. Donc on a, vous avez certainement déjà entendu le terme, on appelle chunking, donc avec deux éléments qu'on appelle le chunk size et le chunk overlap. Donc nous, on a un document, on a par exemple des passages d'un livre. Voilà, on va dire que là on a les 2 pages d'un livre. Et dans les pages de livre, on a des paragraphes. Un chunking un peu naïf, donc c'est-à-dire la façon dont on va découper les pages du livre pour en faire des fiches, c'est de prendre un peu des chiffres au hasard. On va dire, tiens, on va faire un chunk size à 1000. Donc c'est des tokens. Et on va faire un overlap à 100. Ok, super. Et là, on prie et on espère que c'est la bonne réponse. Donc ça, c'est quelque chose que je vois dans beaucoup de cas. En fait, en réalité, le chunking le plus naturel, le plus basique qu'on puisse faire, c'est de regarder en fait sur une majorité de documents s'il y a des tailles de paragraphes qui reviennent énormément souvent. Et en fait, on va découper de la manière la plus naturelle possible pour que ça corresponde en fait à peu près à la taille d'un paragraphe. Pourquoi ? Parce que souvent, en fait, un paragraphe égale un concept ou égale une idée. Et du coup, si on pouvait retrouver qu'un élément quand on parle d'un concept ou une idée, on aimerait avoir l'ensemble des informations qui le couvrent. Seulement, comme on a de la variance, c'est-à-dire que ces paragraphes peuvent changer de page à une autre, de document à un autre, etc., on rajoute ce qu'on appelle un overlap, c'est-à-dire que pour 2 chunks de texte, on va rajouter un élément qui dépasse de l'un et de l'autre, de manière à rapporter
potentiellement des éléments manquants de contexte aux premiers morceaux principaux. Le chunking, ça revient en fait, si vous voulez, à prendre, on va dire qu'un livre, c'est comme un grand gâteau, c'est en fait couper des parts dedans, de la façon la plus naturelle et équitable possible, on va dire. Il y a bien évidemment plein de stratégies de chunking. On peut en avoir du adaptatif, qui est un peu plus avancé, que je couvrirai peut-être dans une autre vidéo. Un autre élément, c'est d'utiliser ce qu'on appelle des délimiteurs. Admettons, vous avez créé une base de connaissances et entre chaque idée clé ou chaque élément clé, vous avez mis un délimiteur en mettant par exemple 3 tirets. Voilà. Qu'est-ce que va faire en fait le système ? Il va venir découper entre chaque tiré et en faire un morceau. Là, on aurait le morceau 1, là, on aurait le morceau 2, ici, on aurait le morceau 3, etc. etc. Donc, l'idée principale du chunking, c'est comment on découpe nos informations pour conserver le sens de chacun des éléments pour pouvoir retrouver la majorité du contexte qu'il nous faut. Enfin, en ce qui concerne l'embedding, donc on appelle aussi la vectorisation. En fait, le concept, c'est de traduire le texte en coordonnées pour l'ordinateur. Donc il faut imaginer, vous avez une carte. Et en fait, chaque mot va avoir, ou chaque mot ou sens, donc la partie sémantique, va avoir une coordonnée sur une carte. Plus le sens de ces mots ou de ces idées est proche, plus leurs coordonnées sur la carte seront proches. Sur la partie base de données vectorielle, ici, ce serait un peu en fait une bibliothèque spéciale pour ranger et trouver ces fameuses coordonnées ici. On va dire que c'est un peu comme si on prenait les éléments de la bibliothèque qu'on avait découpés en fiches et qu'on allait classer et ranger par similarité, avec nos fameuses coordonnées. Donc la base de données vectorielle, c'est un peu comme si c'était la carte. Pour pouvoir après retrouver par similarité les différents morceaux et objets qu'on aura créés. La partie retrieval, donc pour récupération, le concept c'est de trouver les morceaux de texte les plus pertinents pour une question. Et donc là, c'est un peu comme si on avait un assistant qui, grâce aux coordonnées GPS, donc lui il aurait une liste avec des coordonnées GPS, permettrait d'aller choisir les bons éléments à récupérer et à donner à l'étudiant. Ensuite, on a la partie re-ranking, donc réordonnancement. Là, le concept, c'est de vérifier que ces éléments ici et les remettre en ordre pour trouver en fait les plus pertinents par rapport à la requête. Donc lui, il va avoir plein de morceaux qui remontent. Et là, le jeu, en fait, pour lui, c'est de dire, par rapport à la demande et de ce que j'en comprends, lui, il est plus pertinent que les autres, donc je le mets en premier. Lui, il est plus pertinent en seconde position. Et il va réorganiser les morceaux par pertinence. C'est un peu comme si c'était l'étudiant qui relisait ses fiches et qui met le plus important au-dessus de la pile de ce qu'il veut se souvenir en premier. Donc sur la partie context window, donc fenêtre de contexte, là le concept c'est quelle est la quantité d'infos que l'IA peut voir à sa disposition. Et c'est l'art de bien lui poser la question avec ces infos-là. Donc c'est un peu comme imaginer pour l'étudiant que la context window, c'est la taille du bureau à sa disposition dans lesquels il va pouvoir venir poser ses fiches. Donc ce sera le maximum de quantité d'informations qu'on peut donner à une IA pour qu'elle puisse la prendre en compte pour formuler une réponse. Ensuite, les hallucinations, là, j'ai pas besoin de le conceptualiser, même si je l'ai dit au début. Ce serait comme l'étudiant, il sait plus quoi dire parce qu'il se rappelle plus des informations qu'il a appris dans la bibliothèque et il commence à dire des bêtises. Voilà. Il commence à inventer des choses pour pouvoir s'en sortir. Bon, ça, c'est ce qu'on veut éviter au maximum.
Ensuite, on a la partie observabilité. Donc là, l'idée, c'est de pouvoir surveiller, mesurer la qualité et comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble pour pouvoir l'améliorer. Là, ce serait un peu comme si on avait un professeur qui notait l'étudiant par rapport à ses réponses et qui l'aide à s'améliorer. Voilà. Bien évidemment, sur chaque concept, notamment comme la partie embedding, on a plusieurs façons de faire la vectorisation. Là, il y a 2 éléments clés pour moi à aborder. C'est que quand on s'occupe des documents et qu'on les met en base de données vectorielles, il faut utiliser les mêmes modèles d'embedding que ceux qu'on va utiliser pour que l'utilisateur puisse retrouver ces informations-là dans la base vectorielle pour formuler la réponse. L'autre élément sur la partie embedding, dont vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'on a plusieurs façons de le faire. Soit la vectorisation par mots-clés, par sémantique ou hybride. Donc c'est quoi la différence de ces différents éléments? Mots-clés, c'est un petit peu comme chercher le mot exact dans l'index d'un livre. Par exemple, vous avez un livre de cuisine et à la fin, dans les dernières pages, vous avez plein de mots, dont par exemple le mot pomme de terre. Et là, ça va vous dire que ce mot-là, il apparaît dans la page 22, dans la page 164 et dans la page 188, par exemple. Donc là, c'est le terme exact. La sémantique, ce serait un peu plus comme demander au bibliothécaire expert qu'on a un besoin, par exemple, de trouver des féculents. Et lui, il va bien évidemment vous indiquer tout ce qui va faire référence aux pommes de terre, mais pas que. Il sera plus intelligent, plus flexible pour essayer de vous guider dans votre recherche. Et la partie hybride, ce serait un peu comme avoir accès et à l'index et aux bibliothécaires qui travaillent ensemble pour vous donner les meilleurs résultats possibles, combinant la précision et la compréhension de ce qu'est votre demande réellement. Et donc quand on prend un système RAG dans son ensemble, donc on a toujours 2 parties, on a la partie gestion de la donnée, donc des documents, etc. et la partie gestion de la question utilisateur. Et là, il y a plein d'endroits dans lesquels ça peut foirer. Déjà, ça peut foirer sur la partie, on l'a vu, du chunking, qui peut être fait de manière un peu naïve et pas vraiment bien marcher. Sur la partie embedding, là aussi, on peut faire des mauvais choix ou on peut améliorer nos choix. La partie re-ranking, c'est également un endroit où ça peut ne pas bien fonctionner. Et enfin, sur la partie de la base de données vectorielle vectorisation, c'est également un endroit où on a accès à certains paramètres et où on peut soit améliorer les choses, soit les rendre pires. De la partie utilisateur, c'est pareil. Au niveau de la gestion de la question utilisateur, on peut créer des problèmes. Ici, la majorité des solutions sont quand même assez bien faites. Si vous ne mettez pas le même modèle d'embedding que vous avez mis au niveau des documents, ça ne marchera de toute façon pas. Enfin, sur la partie traitement de cette information, vectorisation pour retrouver les bons éléments, là aussi ça peut foirer et c'est là aussi on a beaucoup de leviers nous pour agir. Et enfin, ici, sur la façon de gérer les éléments qui sont remontés pour formuler la réponse, c'est aussi un autre endroit dans lequel on va avoir des choses à faire. Donc, on voit bien ici que, bien évidemment, chacun des éléments où il y a une croix rouge sont des éléments qu'il va falloir adapter en fonction du cas d'usage dans lequel vous travaillez et du type d'informations avec lesquelles vous travaillez. Déjà, est-ce que c'est des PDF, est-ce que c'est des documentables, etc. Quel est le sens métier de cette information-là, à quoi elle sert, comment on doit la récupérer et pourquoi. Et en fait, c'est tout ça qu'il va falloir qu'on vienne personnaliser en fonction des cas d'usage qu'on a pour faire un RAG qui fonctionne correctement. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va commencer à regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, comme je vous le disais en début de vidéo, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec la partie RAG N8N avancée et qui puisse être mis en production en entreprise. Et pour ça, je pense que j'en ferai une future vidéo. En tout cas, par rapport à aujourd'hui, on va avoir un système qui va vous permettre en fait de faire fonctionner des RAG mieux que 99% des choses que vous avez pu voir ou tester sur le marché ou sur les réseaux. Donc, j'ai baptisé pour l'instant ce système de manière très poétique PSOM. Donc, l'idée, en fait, c'est surtout des étapes clés par lesquelles vous devez passer si vous voulez gagner en fiabilité. Le premier, ça va être de préparer sa data. Donc,
Il faut non seulement la préparer par rapport à où c'est qu'elle est, à quoi elle ressemble, comment on peut la rendre accessible pour être utilisée par l'IA, mais également sous son angle métier. C'est-à-dire, quelle est l'intention, qu'est-ce que cherche à faire l'utilisateur. Ensuite, ça va être comment on structure nos bases de connaissances, donc nos bases de données vectorielles, et comment on les teste individuellement s'il nous en faut plusieurs, pour être sûr qu'on récupère bien les informations avec le bon niveau de fiabilité. Ensuite, comment on crée notre architecture de tous ces éléments-là et quels sont les paramètres à maîtriser de manière à ce qu'on puisse avoir un système qui soit fluide pour l'utilisateur. Ensuite, comprendre les intentions de l'utilisateur pour qu'on puisse adapter un peu la partie prompt engineering, là où on va extraire en fait le maximum de valeur pour fiabiliser tout ce système. Une fois que notre système fonctionne sur des éléments plus faibles, donc avec moins de documents par exemple, on va tester la montée en charge. Est-ce qu'on garde le même niveau de fiabilité avec plus d'informations, plus de documents? Et enfin, à la fin, si c'est le cas, on va pouvoir travailler sur l'expérience utilisateur et l'orchestration de la conversation pour s'assurer que ce soit le plus fluide possible par rapport à ce que l'utilisateur cherche à réaliser. Alors, sur la partie préparation de la data, je l'ai déjà mentionné, le plus important, c'est de savoir à quoi elle ressemble, où c'est qu'elle est-ce qu'elle est facilement accessible et comment on peut la rendre la plus facile à traiter et à digérer par l'IA. Donc, un des symptômes des RAG qui ne fonctionnent pas, c'est de se dire « Ah, j'ai un système RAG extraordinaire, je peux mettre absolument tous mes documents et tous mes types de documents, tous mes PDF au même endroit et ça va marcher. » Bon, ça, c'est, je dis rarement pour avoir un peu de marge de manœuvre, mais je pense qu'en réalité, ça fonctionne quasiment jamais. Sur la partie de la stratégie de gestion de cette donnée, avant de structurer les bases de connaissances, il y a plusieurs étapes dans lesquelles procéder. La première, c'est déjà de tester justement en mettant toutes vos données au même endroit et de faire des tests d'extraction ou de compréhension de la donnée. Ça peut être même, par exemple, créer un projet dans ChatGPT, mettre absolument tous les documents qu'on a, si la limite le permet, mais j'ai des doutes, et de tester déjà si en posant différentes questions, on récupère les réponses attendues. Pour ça, c'est assez simple. Vous prenez une question que vous attendez et vous regardez si la réponse dans les documents est celle qui était attendue. Si ça ne marche pas, première chose qu'on peut faire, c'est de séparer les différentes données par type. Donc, par exemple, stocker les données tables quelque part, stocker les PDF dans un autre, etc. etc. Si ce n'est pas suffisant pour avoir la bonne fiabilité, là, il va falloir se poser la question de comment on rassemble la donnée pour que ça ait du sens. Si on est dans du diagnostic de panne, ça pourrait être, par exemple, créer des bases de données par machine et en fait, en fonction de la demande d'utilisateur, d'aller en fait requêter la bonne base de données de la bonne machine. Mais des fois, ça ne marchera pas parce que on a de la donnée qui peut être dans différents documents et on va avoir du mal à les cibler par machine. Dans ces cas-là, on va plutôt essayer de les clusteriser par catégorie. Enfin voilà, il y a plein de différentes stratégies et la seule vraie réponse, c'est en fonction de qu'est-ce que l'utilisateur cherche, avec quoi il va requêter la base et comment on va retrouver l'information la plus fiable possible. Ce qu'il faut savoir avec la partie RAG, mais ça vaut pour tout ce qu'on fait dans l'IA, c'est que avoir quelqu'un de métier qui puisse contrôler à chaque étape si c'est les bonnes informations ou pas, c'est critique pour éviter le fameux garbage in, garbage out. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nos premiers éléments de base sont mauvais, alors on ne peut pas espérer avoir une réponse juste, la réponse sera forcément mauvaise. Là, il y a deux étapes. Soit l'information qu'on met dans un premier temps n'est pas bonne ou mal traitée, et donc on ne peut pas espérer faire du travail de qualité dans un second temps. Soit ce qu'on récupère comme information dans ces bases-là n'est pas de bonne qualité, et donc il sera impossible à l'IA de générer une réponse de bonne qualité. Et c'est en fonction de ces tests-là qu'on va définir comment on va structurer nos différentes bases de données et qui va commencer un petit peu à dessiner notre architecture et comment on va devoir faire appel à ces différentes bases en fonction des différentes questions et qui va nous permettre en fait de faire ce qu'on appelle de l'orchestration. Donc admettons qu'on ait classé la donnée en plusieurs catégories.
pour accéder à cette donnée, on va avoir ce qu'on appelle des pipelines. Donc, par exemple, si je veux accéder à la catégorie 1, il faut qu'en fonction de la question utilisateur, ici, je puisse reconnaître l'intention pour savoir que oui, je veux des informations qui concernent cette catégorie-là, et donc je déclenche ce fameux pipeline. Et on peut en avoir plusieurs en parallèle. Et cette orchestration, elle agit à 3 niveaux. Au niveau de la base de données, donc les bases de données vectorielles, où l'information est stockée. Combien de pipelines RAG j'ai à ma disposition, toujours dans cet esprit de qualité. Et enfin, comment j'orchestre les différentes conversations et les différents scénarios de conversation qui pourraient apparaître avec l'utilisateur, de manière à toujours tomber sur les bons pipelines. Donc cette partie, c'est ça qui va définir votre architecture, et il n'y a pas de réponse unique en fait. Il n'y a pas une architecture qui va fonctionner pour tous les cas. Ça va être la partie sur laquelle on va pouvoir agir un peu plus. Et c'est important, pour répondre à cette question, de comprendre 2 choses qui sont assez fondamentales. C'est que votre utilisateur, quand il va interagir avec votre solution, il va donc donner, alors que ce soit au texte ou à la voix, hein, peu importe si c'est monomodal ou multimodal, mais il va donner des informations. En l'occurrence, ça pourrait être une question. Mais derrière cette question, l'utilisateur, il a une intention. Il cherche quelque chose en particulier. Et ça, c'est super important à comprendre pour définir en fait qu'est-ce qu'il faut qu'on lui donne et le niveau de qualité qu'il attend. Si je reprends l'exemple du début, l'intention d'un technicien SAV quand il fait de la recherche d'informations techniques ne sera pas le même résultat attendu que pour un client, par exemple, qui n'attend pas forcément ce niveau de détail. Enfin, de l'autre côté, une fois que notre système au milieu fait son travail, on a une réponse et on a surtout un résultat désiré. Donc, ce qu'il faut s'assurer, c'est que dans un cadre bien donné, si on prend par exemple le diagnostic de panne, l'utilisateur va poser sa question avec une intention et il va attendre dans sa réponse que ça lui permette de réaliser un résultat bien précis. Et ça va être clé. Je vous le dis maintenant, même sans support, mais dans le diagnostic de panne, la partie un peu, intuitive de structurer son RAG, ça va être autour des équipements. Si j'ai un problème moteur, il faut que j'ai des informations de la documentation moteur qui ressortent. Sauf que si on fait ça, on va avoir plein de problèmes. Si en plus, à côté des moteurs, on a des générateurs, ça va venir générer du bruit parce qu'un générateur, c'est un moteur en fait, en soi. Mais par contre, dans l'utilisation des mots et dans les intentions, c'est totalement différent. Et par exemple, des fois, l'utilisateur va penser que le problème vient du moteur, alors qu'en fait, s'il faut, ça vient de toute autre chose. La seule chose qui est vérifiable et qui est plus sûre, c'est quels sont les symptômes de la panne. Parce que là, du coup, un symptôme reste un symptôme, on peut le décrire de manière déclarative, il n'y a pas de biais. Alors qu'on peut avoir un symptôme, l'utilisateur commence à imaginer, se dire ça doit être tel équipement ou tel équipement qui pose problème. Et si on organise mal notre donnée, en fait, il n'ira jamais à son symptôme. Le fameux moteur qui change de régime tout seul, c'est pas une documentation moteur. Pourtant, le symptôme apparaît sur le moteur. Bon, voilà. L'idée, en tout cas, c'est que lui, derrière, il veut une réponse qui lui permette d'identifier le problème pour potentiellement le régler. J'espère qu'après cet exemple, je ne vous ai pas perdu, mais on va le dérouler et aller un petit peu plus loin en espérant que ça apporte un peu plus de clarté. Donc, si je reviens dans mon fameux plan, on a cette partie architecture. Et nous, on en a testé quand même pas mal d'architecture. Et cette recherche, elle a été très empirique. Donc, on avait un des premiers cas RAG complexes, c'était donc un cas de diagnostic de panne. Et du coup, on est passé un peu par toutes les architectures possibles. Au début, on a commencé, on s'est dit, tiens, on a de la donnée table qui correspond à la connaissance, l'expertise des techniciens.
plus la documentation technique. On va mettre tout ça au même endroit, et quand l'utilisateur posera la question, ben on attend que le LLM nous donne la réponse. Bon, bien évidemment, ça ne marchait pas. Ça n'a pas bien fonctionné. Ensuite, ce qu'on a testé, c'est de séparer les types de données et de se dire, ben là, on va mettre les données tables d'un côté et les données documentaires de l'autre, et on va attendre au LLM, en fonction des réponses avec tout ce qu'il a, de nous donner la bonne réponse. Là non plus, ça n'a pas fonctionné. Et après tous les tests, alors je vous passe tous les différents tests qu'on a documentés, on est tombé sur des architectures qui commencent à fonctionner bien mieux. Déjà, ce qu'on s'est rendu compte, et ça fait partie des éléments un peu clés, et qui ont été un avantage aussi compétitif pendant pas mal de temps, c'est que une question utilisateur, un utilisateur peut poser la question de plein de façons différentes. Il peut la poser de manière très précise ou de manière très spartiate. Il peut dire « j'ai un problème avec un moteur. Mon moteur il fait du bruit. » Ok, mais ça c'est pas suffisant pour venir creuser une problématique. Donc nous, ce qu'on va vouloir faire, c'est deux choses. C'est reformuler la question utilisateur, étendre sa demande à, on va dire, des synonymes, tout type de synonymes qui pourraient apparaître sur ce type de demande-là. Mais on va également aussi lui demander plus d'informations, de manière à réduire pas mal le scope. Et une fois qu'on a ça, on va demander à un LLM de lui cibler la bonne requête dans la base de connaissances pour cibler le contenu qui sera le plus pertinent. Donc ça a été un des éléments clés qu'on a découvert en faisant. Un autre élément clé, c'est par rapport à la donnée table. Donc la donnée qu'on aurait dans un Excel ou dans un Airtable. Là, mettre un LLM qui reformule la question ou qui permet de cibler, c'est déjà une étape, mais ce n'était pas suffisant pour que ça fonctionne. Il nous fallait aussi injecter du texte pour donner la structure de la table, la structure du fichier, pour que l'IA derrière puisse être en mesure de naviguer correctement à l'intérieur de la table. Et c'est là aussi où on s'est dit qu'on allait dupliquer les pipelines en fonction de typologie de documents. Donc là, on voit qu'on a un pipeline ici pour la donnée table et un pipeline ici pour la donnée documentaire, de manière à ce qu'on ait un LLM large avec une grande context window ici, qui soit capable de gérer les résultats pour formuler une réponse qui soit plus fiable. Donc si on prend l'exemple de tout à l'heure, je pense qu'il était ici, par exemple, voilà, j'ai un problème de désalinisateur, le débit est trop faible. Là, on est allé requêter en fait une base de données table dans laquelle on avait des causes possibles et des diagnostics. Et donc ça, on peut le vérifier. On utilise Airtable. Et dans Airtable, si je vais dans la partie désalinisateur, voilà ici, débit d'eau insuffisante, cause possible, on va retrouver préfiltre sale, eau trop froide, alimentation électrique trop faible, chute de tension sur le câble électrique. Donc c'est bien les 4 éléments qu'on a. Sur les diagnostics à réaliser, on devrait retrouver vérifier la température de l'eau, contrôler le préfiltre, vérifier les connexions, vérifier la section de câble, et enfin remplacer le préfiltre, vérifier les connexions, installer un câble de section supérieure. Donc là, normalement, on va voir que vérifier la température de l'eau, contrôler le préfiltre, vérifier les connexions, vérifier la section du câble, remplacer le préfiltre, vérifier les connexions, installer un câble de section supérieure. Et on a bien le sourcing de la date, où on est bien ici, en janvier 2024, fait par le SAV. Donc ça, c'est le genre de système fiable qu'on veut, et c'est l'architecture et notamment la reformulation des requêtes utilisateurs qui nous permet d'y arriver. Si je vous montre exactement maintenant comment on le réalise, alors avant je vais juste revenir dans mon plan pour être sûr que j'ai pas sauté quelques étapes. Ok, donc le système, on en a fait l'overview. Ok. Donc, si je prends maintenant ce avec quoi c'est fait, donc moi je vous conseille plutôt d'utiliser ce genre d'outil-là que N8N qui nous donne accès à beaucoup plus de paramètres pour le RAG
que le peut un agent NVTen. Donc ça, c'est la solution que j'utilise, c'est Vector Shift. Et donc dans Vector Shift, on va avoir ce principe de node également, donc organisé un peu différemment. Il y a une petite courbe d'apprentissage, mais en réalité, en quelques heures, on arrive à très bien s'y retrouver. Et ici, en fait, sur la partie données tables, que je viens de vous montrer, qui est sur Airtable, ce qu'on a fait déjà, c'est qu'on a créé en fait une intégration. Ici, on voit que... alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas ici. Si je vais dans Edit Knowledge Base, hop. Ici, on est bien sur Airtable, donc l'intégration, dans lequel on a bien la base de connaissances et la table, donc SAV. Donc si je reviens là, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a un input, donc qui va être notre question utilisateur, qui va passer ici dans une brique avec GPT-4o mini, qui va nous permettre en fait de reformuler la question utilisateur pour être plus précise pour une requête en fait en base de données vectorielle, dans lequel on va appliquer l'expansion des termes et donner des synonymes. Et donc là, on donne un exemple. Alors, je ne vais pas aller dans tout le détail du prompt, je vous le donnerai en lien où je ferai une vidéo spécifiquement là-dessus. Mais en fait, l'idée ici, c'est que on veut tous les synonymes, parce qu'un utilisateur pourrait dire qu'il a un problème d'ouvrant, dans lequel il y a des fuites, mais peut-être que c'est stocké en base de données sous forme de hublot ou sous forme d'infiltration ou juste sous forme de fuite. Donc ça permet en fait d'être sûr de pouvoir cibler les bons. Ensuite, une fois qu'on est passé là-dedans, on va faire de l'injection de texte dans lequel on va lui dire ici, s'il essaye d'identifier un équipement, il faut qu'il utilise la colonne qu'on a appelée nous point de contrôle. S'il essaye d'identifier la cause racine du problème, il faut qu'il utilise la partie symptôme. S'il essaye d'identifier le problème, il faut qu'il utilise la colonne cause possible, etc., etc. Ça va lui permettre en fait de pouvoir naviguer dans cette base-là. Une fois que ça c'est fait, on fait une recherche dans la base dans la base vectorielle. C'est là où aussi l'embedding va pouvoir être réalisé. Et ici, on a accès à pas mal de paramètres. On a accès à des modèles de re-ranking. Moi, j'avais fait un embedding hybride. Donc, mots-clés plus sémantique. Et c'est ici qu'on va venir mettre le curseur de est-ce qu'on veut un peu plus de recherche par mots-clés ou est-ce qu'on veut un peu plus de la partie hybride. Et ici, on peut faire pas mal de choses. On peut transformer les questions utilisateurs, on peut répondre à plusieurs questions, on peut étendre les termes. Voilà. Et ça, cet outil-là est super pour avoir accès en fait à tous ces différents éléments. Ensuite, une fois qu'on a fait notre récupération d'informations, on va le passer dans un LLM plus large. Donc ici, c'est GPT-4o, qui lui va prendre en fait toutes les informations et va les structurer de la façon dont on lui demande. Donc on va lui demander par exemple de le mettre sous forme de procédure avec les diagnostics, les causes possibles, etc. etc. Comment on gère aussi s'il y a des questions follow-up qui reviennent pour qu'il puisse toujours donner les informations pertinentes. Ce qui est bien avec cet outil également, c'est qu'on va pouvoir mettre en fait des nodes pour faire l'output à chaque étape, c'est-à-dire qu'en fonction d'une requête, on va venir pouvoir regarder ce qui sort à chacune de ces étapes-là, et ça va nous donner énormément de contrôle pour savoir qu'est-ce qu'on doit améliorer, qu'est-ce qu'on doit modifier, qu'est-ce qu'on doit fine-tuner pour arriver en fait au résultat attendu, à savoir à chaque requête retomber sur les informations initiales. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? Donc ça, c'est pour la partie d'un pipeline, donc pour les réponses de rang 1, c'est-à-dire la connaissance des techniciens pour dépanner les clients. Maintenant, on a vu que dans certains cas, on a besoin d'informations plus précises dans lesquelles on va vouloir aller regarder directement dans la documentation technique. Et c'est là où tout l'aspect dont on parlait tout à l'heure d'orchestration
est importante. Par exemple, donc moi j'utilise pour orchestrer les conversations VoiceFlow, que ceux qui font des chatbots ou des assistants connaissent certainement très bien. Et ici, en fait, j'ai différents flux. La recherche de panne, enrichir la base de connaissances ou faire de la recherche exploratoire dans la documentation. Si on prend la recherche de panne, là ici on va avoir une première question utilisateur qui va nous permettre de réduire le scope de la demande. Et une fois qu'on a la réponse utilisateur, on va l'envoyer dans VectorShift sur le fameux pipeline que je viens de vous montrer maintenant. Une fois la réponse obtenue, la réponse peut être satisfaisante et dans ces cas-là, ça termine à cet endroit-là, ou ça peut ne pas l'être. Donc soit on peut continuer dans la base de connaissances SAV à poser des questions, si on veut par exemple, si on avait 2 questions au lieu d'une, et si on veut approfondir certains éléments et que la réponse n'était pas suffisante, on va étendre en fait à la recherche documentaire, et là on va avoir un autre call API dans un autre pipeline qui est destiné en fait celui-là aux recherches documentaires, etc., etc., jusqu'à ce qu'on ait épuisé tous les scénarios possibles. Ce que ça va nous permettre également, qui est intéressant, c'est que la donnée étant sur Airtable, on va pouvoir enrichir la base de connaissances quand on est technicien. Admettons, on a découvert on a eu des nouveaux cas de dépannage qu'on n'avait pas forcément renseignés dans la base de connaissances. Ben là, on va pouvoir avoir accès à un formulaire de manière très rapide qui va venir en fait enrichir le Airtable et qui est synchronisé en temps réel. Et donc, si jamais un utilisateur repose la question derrière, ben en fait, on va pouvoir avoir la réponse tout de suite. Voilà, donc si je le schématise un petit peu, en fait, le système, il est, comme on l'avait vu un peu plus en bas tout à l'heure, voilà. Donc la partie ici, qui est orchestration de conversation qu'on vient de voir, ben là, par exemple, dans ce cas précis, moi, j'utilise VoiceFlow. Pour la partie pipeline, création des pipelines et l'orchestration des modèles et des différentes bases de données, ici, je vais utiliser VectorShift. Et on va les vectoriser, mais moi, ma donnée source, c'est soit ici du PDF ou c'est Airtable. Pourquoi Airtable? Parce que ça nous permettait d'avoir une synchronisation en temps réel. Voilà, je ne rentre pas plus dans les détails techniques de construction de ces différents éléments, parce que sinon la vidéo va durer 6 heures. Par contre, si c'est quelque chose qui vous intéresse et si vous voulez que je le creuse, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai les prochaines vidéos sur exactement comment construire ces systèmes-là et comment vérifier la fiabilité tout au long pour s'assurer de pouvoir livrer un système qui est robuste, répétable et qui est fiable à chaque fois qu'on pose les questions. Donc je vous remercie de votre attention et puis n'hésitez pas à me contacter si vous voulez en savoir plus.